Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi nous en ce vendredi de la Toussaint. Nous sommes le 25 octobre déjà et voici tout de suite le menu du journal de votre semaine. Quelques sublimes images tout d'abord avec l'exposition Pattes de mouche de Bertrand Runs. Immersion ensuite avec La Rime dans un canal souterrain inédit sous la forêt de Meudon. Et enfin, nous conclurons sur un nouveau petit conseil consacré au deuil. L'artiste plasticien Bertrand Runs a pris possession de la médiathèque pendant plusieurs semaines avec son exposition Pattes de mouche. Son œuvre basée sur de la sculpture de papier reposant sur des livres invite à la poésie et au rêve. Un artiste complet que nous ne sommes pas les seuls à avoir pris plaisir à découvrir. Attention, l'exposition termine ce week-end. C'était une commande de la médiathèque et finalement ils l'ont acheté et maintenant il n'y a plus ces livres-là mais ils suspendent leur programme, etc. Dedans c'est dans le hall de la médiathèque. Au centre de mon travail, il y a l'écriture. Donc j'ai publié à ce jour 6 livres, il y en a un 7e qui va paraître, qui aurait dû être déjà là mais qui va paraître très prochainement aux éditions du Jasmin. J'en ai publié d'autres dans une maison qui s'appelle Finitude. Donc voilà, j'avais été sélectionné pour le premier prix du roman. Donc voilà, vraiment le cœur de mon travail, c'est l'écriture. Et parallèlement à ça, j'effectue tout un travail autour du livre, de diverses manières, c'est-à-dire que je fais des sculptures à base de livres. Je fais en quelque sorte sortir du livre, des pages, l'univers onirique qui peut exister à l'intérieur. Et puis par ailleurs, je suis photographe. J'ai été formé à la lumière, à tailler la lumière, à ciseler la lumière, donc c'est ma formation de base. Et dans certains cas, donc, certaines sculptures me paraissent intéressantes pour donner lieu à une photo. Photographie, étymologiquement, veut dire écrire avec la lumière. Donc tout ça est une histoire d'écriture, voilà. Une bonne photo se doit de raconter une histoire en quelque sorte. Donc si elle ne raconte rien, eh ben, elle vous laisse indifférent. Voilà. Évidemment, le titre du livre, Dreamland and Reality, c'était choisi, mais en revanche, il y a vraiment quelque chose, bon, des arts visuels bien sûr, mais je me suis rendu compte qu'après coup, il y avait quelque chose qui du coup est venu par hasard, c'est la traduction et préface de Jean Alazard. C'est une exposition qui justement reprend toutes ces facettes, c'est-à-dire que je présente mon travail d'écrivain, je présente des sculptures faites à base de livres, je présente des photos de ces sculptures ou de détails de ces sculptures, et puis je présente aussi à plusieurs endroits, il y en a par là-bas, il y en a dans la pièce de lecture là-bas, des narrations, en quelque sorte des nouvelles qui sont affichées sur le mur à hauteur d'yeux, donc on peut les lire, et elles sont accompagnées d'une photo à chaque fois, ou de plusieurs, ça dépend, mais en général d'une photo, et c'est plutôt le texte qui illustre la photo que l'inverse. Voilà, donc tout est dans cette idée-là. Donc là maintenant, le tout, c'est de mettre le petit fil dans la petite agrafe. Alors, ben, je mets un petit peu de colle là. Voilà, je mets un peu de colle. J'en mets un peu sur le fil. Voilà. Aujourd'hui, j'ai animé un atelier de sculpture-livre, donc auprès du public, intergénérationnel. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes. Vous êtes venus me voir tout à l'heure. Et ça est à quelque chose, a du sens aussi pour moi, au-delà de simplement communiquer sur mon travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans une première vie, j'ai été fonctionnaire, j'ai été responsable d'un secteur ado, pré-ado dans une cité. Donc je travaillais auprès des jeunes, j'ai travaillé aussi avec des moins jeunes par ailleurs, j'ai même travaillé avec des grandes sections maternelles, enfin bref. Donc c'était toute une partie de ma vie passée que je retrouve avec un grand bonheur et une grande joie sur ces ateliers. Ça me plaît énormément. Si je ne pouvais faire que ça, évidemment c'est pas possible, mais je ne ferais que ça. On retrouve donc Claire de la ressourcerie, pas très étonnée de vous croiser là Claire. Donc vous avez été séduit par l'atelier de Bertrand Runs. Oui, vraiment, c'est un très bon moment de poésie et puis de recyclage, donc forcément ça me parle. Ouais, ce côté arbre, vieux livres. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de livres malheureusement qui sont obligés de laisser la place aux nouveaux et on ne sait pas toujours quoi en faire, donc ça je trouve que c'est une bonne idée de recyclage. L'œuvre, j'imagine qu'elle va être bientôt exposée quelque part, peut-être à la ressourcerie. Eh bien, je vais évidemment la mettre à la ressourcerie pour raconter ce que fait cet artiste. Je trouve que c'est important aussi d'être passeur d'histoire et de montrer le talent de ceux qui font des choses avec les objets existants. Donc oui, bien sûr, je vais l'afficher. Donc ludique, on peut dire. Et puis voilà, on repart avec chacun notre petit travail qu'on a fait pendant la séance, donc tout le monde est content.
Et est-ce qu'il est dur à faire tenir cet arbre finalement sur un livre? Il est dur à faire tenir. Ben non, en fait, il suffit de faire un petit trou quelque part. Là où on a choisi d'implanter l'arbre. D'accord. Enfin, donc là, la technique de Monsieur Runs, c'est qu'il a une pointe et un marteau. Il fait un grand trou comme ça. Donc moi, le mien, ça traverse là. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre d'arbre? Alors là, l'idée, c'est que c'est un champ de lettres. D'accord. Et donc, on pousse un arbre à livre. Et j'ai pas terminé, mais normalement, comme c'est l'automne, il y a des feuilles d'arbres à livre qui vont tomber par terre. Donc, c'est le cycle de la vie des lettres. Voilà. D'accord. C'est vraiment pour moi quelque chose de très sympa, d'autant qu'évidemment, c'est à nouveau avec les livres, puisque on taille dans des livres, on fait des choses. Alors, ce qui peut paraître un peu iconoclaste et un peu problématique à des gens dans un premier temps, mais justement, le fait que je sois écrivain et que je passe des heures enfermé chez moi à écrire, au lieu d'aller vivre dehors quand il fait beau, etc., fait que je considère avoir une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que je traite l'objet livre, le livre par-dessus la jambe. C'est-à-dire que pour moi, je respecte infiniment les livres, peut-être même trop d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi, c'est un objet fondamental. Ma vie sans livre, c'est juste inenvisageable. Donc, je n'ai pas aucun mépris, au contraire, c'est-à-dire que je redonne vie à des livres qui sont condamnés au pilon ou à disparaître tout bêtement à la poubelle. Je leur redonne une vie et les gens qui ont la gentillesse de s'inscrire dans ces ateliers, en fait, participent de ça. Et puis quand on retaille et qu'on fait des choses en fonction des instructions, entre guillemets, que je leur donne, et surgissent régulièrement une phrase, un mot, quelque chose qui frappe leur imaginaire et du coup, ça les emmène sur autre chose qui leur appartient en propre vraiment. L'ARIM, l'association qui œuvre pour la restauration du réseau hydraulique caché sous la forêt de Meudon, avance dans son exploration. Vendredi dernier, elle s'aventurait pour la première fois dans l'aqueduc souterrain de la Patte d'Oie. Notre réalisateur Didier Kirk n'a pas hésité à ramper avec eux en spéléologue amateur. Aujourd'hui, c'est le grand essayage. Notre aqueduc maintenant est accessible par le regard qu'on a aménagé et tout le monde est venu. Donc il y a les gens de l'ARIM, en tête Jean Ménard, notre fondateur, qui va étraîner la galerie. Et puis les spéléos, il y a une équipe d'une autre association, les sources de Fontenay. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde est là, tout le monde veut voir, et puis on va voir comment on s'organise pour la suite de l'exploration, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore dans cet aqueduc, dont on a parcouru déjà environ 1000 mètres. On a quand même la chance d'avoir le responsable de tout ça. On a Qu'est-ce qui vous a amené justement à... Eh bien, je vais vous le dire, mais surtout ne le répétez pas. Oui. En 1938, j'avais 12 ans. Et avec les copains, le dimanche, on allait se promener dans la forêt et un jour, on a trouvé un énorme trou. On s'est tous précipités dans le trou. Et au fond du trou, on a trouvé une galerie. On s'est dit, ça y est, ce sont les galeries qui nous amènent à Versailles. Et on s'est mis à marcher. D'accord. On s'est mis à marcher. On a bien fait 15 mètres. Dans le noir, dans la vase. Et à partir de là, on s'est dit, bon, c'est peut-être dangereux. Et puis on a un peu peur, même si on ne le dit pas. Alors on fait demi-tour et on sort. Et puis on venait s'amuser les autres dimanches, mais on ne faisait pas plus. Et un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, c'est imaginez, quelques dizaines d'années plus tard, le hasard, je dirais plutôt le destin, me fait mettre entre les mains la reproduction d'un plan daté de 1695, signé des arpenteurs du roi, Bourgault et Matisse. Les eaux de Meudon. J'ai déplié ma photocopie, je suis entré dans la forêt, j'ai écarté les broussailles, j'ai retrouvé le réseau hydraulique du domaine royal de Meudon qui avait été créé par nous 300 ans plus tôt. Donc là, il y a un petit décrotoir au cas où ce serait un peu encrassé, ce qui arrive avec la boue. Et puis après, il faut mettre le...
légèrement ouvert. Voilà. Alors là, il faut aider Marcher sur le côté. pour que ça se cale. Voilà, c'est coincé. Alors, elle reste verrouillée. Donc la pièce d'origine, c'est celle qui comprend l'ouverture carrée. Et c'est d'aller d'ici au point G, du point G vers le château. On descend ici, on fait 16 mètres, et là on est dans l'aqueduc principalement. Bon, allez, Jean, adieu, adieu Jean. Pour l'aventure. Tu prends la première à droite et puis après 800 mètres après, tu sors à 4 mètres. Oui, c'est par là. Il n'y a pas un mètre de ressaut là. Ça va pas être là. Tu m'éclaires là. Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est vers le château. Pas plus assez. Ça va Didier? Ciel. Une première victime. Faut aimer. Hein. Mais on continue, on découvre. Bon, c'est juste ponctuel et ça se relève derrière. Hein. Oui, ça se relève d'1 mètre 10. Ah non, c'est juste un morceau. Voilà, un morceau Ouais, pour couper les doigts. Ça date de quand? Ouais, c'est récent. Non, c'est pas un goulot. Si, c'est un goulot. Si, là-haut, t'as le goulot. C'est un goulot, mais ça a une forme un peu particulière quand même. Hein. Ouais. Non, mais je pense qu'il devait y avoir un regard, et puis ils ont jeté dans le regard, il a été rebouché après. Le nombre de godasses. Ouais. C'est impressionnant. Mhm. Ça, c'est au moins un bœuf, ça. Elle n'a pas une araignée. Elle n'a pas une contenance habituelle, celle-là. Une semelle cloutée. Une semelle cloutée. Oui, il y a plein de Ah oui. chaussures anciennes là, par là, qui ont été jetées. Donc là, c'est quoi, là? Ben, c'est le sommet de la petite salle avec une dalle. Avec un regard en fait. Hein. C'est un regard parce que tu dois avoir Comment on l'appelle le regard. Il est là, t'as le tampon. Le tampon, voilà. T'as le tampon qui est là. À quoi correspondent ces trous? Ben, on pense que soit c'est pour aérer, Ah oui. soit c'est pour faire rentrer l'eau. Et Ah oui, comme ça vous pouvez recaler la topographie. Enfin. voilà, ça va pas. Et il n'y a pas un endroit où il y a une étroiture et puis derrière quelque chose? Tu m'éclaires? T'as vu ce truc là, Ça doit être. Ah oui, mais c'est très... Ah, ça, oui. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un bout d'assiette. Ouais, mais ça peut être des années 20, années 30, années 40. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Ah mais oui, pas. oui. Bah, c'est déjà vieux, hein. C'est vrai que ça fait un siècle maintenant, mais oui. les années 20. Eh oui. Donc c'est comme les catacombes, hein. Il y a Là, il y a pas de des regard. restes humains. Et là, ça C'est pas un regard qui est effondré? Ça serait pas un regard effondré? Ah, je sais pas. Compte tenu que la section est très réduite, Ouais. avant l'obstruction qu'on voit une dizaine de mètres plus loin, on va creuser un peu le sol pour pouvoir avoir une galerie suffisante qui fasse au moins 40-50 cm de hauteur pour essayer d'aller le plus loin au bouchon. Oh, dis donc! Je découpe. Ah non, je croyais que c'était un morceau d'os, mais non, ce n'est qu'un. Alors, attends, j'ai une petite question pour Jeff. Tiens, tu éclaires Jeff, s'il te plaît? Tu me regardes, Jeff, je suis là. Il y a longtemps que tu joues à ce jeu-là? Moi, ça fait 52 ans que je fais de la spéléologie. J'ai commencé avec mes parents quand j'avais 14 ans. Grossièrement, on est à combien de kilomètres du château? Combien de kilomètres hein? On est dans l'enceinte de l'observatoire. Passe-moi voir le clocher, je pense que tu vas regarder, mais... Parce que là, on va casser l'outil. Ça va bien pour ramener la terre. Mais voilà, merci. Donc, mon idée. Gérard, tu sais, toi, au niveau de la construction de l'aqueduc, si c'était, ils ont commencé par faire un fossé et après ils l'ont consolidé et puis ils ont refermé. Ils ont fait, pour moi, ils ont fait une tranchée. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une tranchée à la base et ils l'ont recouvert. qu'ils ont recouvert, d'accord.
Donc pour le coup, c'était un peu moins pénible que de faire une galerie souterraine pure. Oui. Et puis, Ça se fait qu'il y a plein de choses. Donc le robot, il permettrait, et à mon avis, il permettrait guère de voir plus que nous. Ouais. Oui, puis t'as beaucoup de chaussures avec des semelles en bois. Dis donc. Je suis allé tout au bout. Ben, c'est pour ça que je disais qu'il fallait agrandir à partir d'ici. Il faut que, pour que ça soit confortable, il faut que ça fasse quand même 40-50 cm de hauteur. Quoi. Bon. C'est ce que j'ai commencé à faire là où j'ai les pieds. Ben voilà, tout à fait. Au bout, j'ai tapé un bout de bras en... Bon, Jeff. Oui. Attends, faut que je refroidisse. Oui. T'as chaud peut-être? J'ai un peu chaud. Puis je me suis trop vêtu. Eh oui. Je pensais qu'il y avait de la flotte en plus. Comment? Et logiquement, quand on part tout seul comme ça, là, creuser là. Ah, on part pas tout seul. Il n'y a pas des mesures de sécurité à prendre avant quand même? T'as attaché les pieds pour tirer ou... Là, j'étais pas tout seul. Ouais. Et généralement, on fait pas de la spélo tout seul. Oui, c'est comme en plongée sous-marine. Oui. La règle, ben déjà, c'est pas marrant parce qu'on peut pas partager avec les copains. Ouais. Et puis d'autre part, si t'arrive quelque chose, tu peux attendre longtemps. T'es dans la mouise. Donc là, t'as creusé. Mais pourquoi vous creusez là? Ben là, on creuse parce qu'en fait, il y a la galerie est obstruée en partie, voire totalement à l'extrémité, pour essayer de dépasser cet obstacle pour aller plus loin, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, d'après les documents historiques dont on dispose, qu'a trouvé nos amis historiens de la Rime, il y a quand même une certaine distance jusqu'au château. Il faudrait leur demander, mais il y en a quand même quelques dizaines de mètres derrière cette obstruction, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est juste... là, on est là aujourd'hui, c'est juste pour voir... ce qu'il faut emmener prochainement parce que... Là, visiblement, vu la longueur qu'il y a, on en a quand même pour, je dirais, quelques heures pour agrandir raisonnablement. Ouais. Donc, il n'est pas certain qu'on va passer aujourd'hui, qu'on va déboucher l'obstacle. On ne sait jamais, hein. Il peut y en avoir 1 mètre comme il peut y en avoir 10 ou 20. D'accord. Donc, une des obstructions, c'est toujours un pari. D'accord. Mais c'est ça le jeu. C'est ça le jeu, mais si on tente pas le pari, on va pas trouver la continuation, quoi. Ok, donc il faut jouer pour gagner le gros lot. Il faut jouer pour gagner, oui, comme dit notre ami Jean-Paul qui est devant nous, comme au loto. D'accord. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vrai que si tu joues pas, tu vas pas gagner. Ok. En fait, la rapidité, elle dépend de la nature de l'obstacle. Ouais. Là, il y a une couche d'à peu près 10 cm de terre sèche. Et ensuite, il y a de la terre tassée. Bon, visiblement, elle se creuse plus facilement qu'on le pressentait. Ouais. Donc on peut facilement l'enlever, quoi. C'est qu'il n'y a pas de marquage industriel. Ah ça c'est peut-être complètement bouffé ça par contre. Non, tu veux dire dans l'épaisseur du verre? Oui, tu as toujours, quand tu vois... Ah oui, alors, comme ça, là c'est écrit, là, il y a plein de choses écrites. Tu vois, tu as un trait. Tu vois, ça c'est le moule. Ouais, bien sûr. C'est le moule dans lequel c'est fait. Et là, il n'y en a pas? Et là, il n'y en a pas. Mais par contre, c'est fermé avec un bouffon en verre, en fer. Ce qui est surprenant, c'est la nature des déchets qu'on trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, ces éléments qui ressemblent à des morceaux de couverture, cette pièce là, qui ressemble à du cuir. Ça ressemble à un morceau de couverture. Ces assiettes, ces poteries.
On peut pas redescendre, là, j'ai loupé la photo, là. Bon ben voilà, alors la première partie de l'expédition, c'était de dégager une certaine distance parce qu'on est arrivé devant un mur. Donc là, ils ont travaillé pendant 2-3 heures à gratter, à enlever la terre. C'était assez incroyable à la vitesse où ils vont. Donc le prochain épisode, ça sera à la découverte derrière ce mur, quoi. Alors je vous dis à bientôt sur VLSI TV. Voilà. Nous poursuivons cette semaine par un nouveau clip consacré au deuil dans le cadre de notre Petit Conseil, un programme qui vous est une nouvelle fois proposé par notre partenaire Ceprem Prod. Profiter au maximum de ce que l'on aime, c'est important, même si nous savons qu'un jour nos chemins se sépareront. Au sommaire de ce magazine sans tabou, le deuil. Comment le comprendre, le soulager, s'organiser et puis réapprendre à vivre sereinement. Alors que la crémation se développe, il est bon de savoir ce que dit la loi. Que deviennent les cendres du défunt? Où les déposer? Ou bien dans quel lieu les disperser? Y a-t-il des interdictions? Les réponses de Andrea Sima, conseillère funéraire. Après une crémation et non pas une incinération, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire qui sera munie d'une plaque d'identité comportant le nom, prénom, année de naissance et année de décès du défunt, ainsi que le nom du crématorium. Différentes possibilités existent, à savoir l'inhumation dans une sépulture familiale en compagnie des cercueils, même s'il n'y a plus de place. Nous pouvons aussi sceller une urne sur une pierre tombale. Il est possible également d'inhumer une urne en case de columbarium ou dans un cave-urne, petite concession d'1 mètre carré spécialement aménagée pour l'inhumation des urnes. Il est possible aussi de disperser les cendres en jardin du souvenir, soit du crématorium, soit du cimetière. Pour une dispersion, il faudra faire une déclaration sur la commune du lieu de naissance du défunt. L'urne peut être gardée au crématorium pendant 1 an pour permettre le temps de la réflexion. Il est interdit de garder une urne chez soi, d'y disperser dans un jardin privé, de partager les cendres d'un défunt ou de mélanger les cendres de plusieurs défunts. En conclusion, je dirais qu'il est important de dire de son vivant que l'on souhaite une crémation et de parler de la destination de ces cendres. Lors d'un décès, vous devez faire face à de nombreux imprévus, dont le financement des obsèques. Différentes solutions existent. Si le compte du défunt est suffisamment alimenté, il est possible d'y prélever les frais d'obsèques dans la limite de 5 000 €. Si le solde du compte n'est pas suffisant, la personne en charge des obsèques doit participer. Différents organismes peuvent aider et verser une somme d'argent en fonction des situations et des circonstances du décès, comme la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le Centre communal d'action sociale pour les personnes démunies, la mutuelle, l'assurance de certaines cartes bancaires. La famille doit en faire rapidement la demande auprès de chaque organisme. Autre cas de figure, le défunt avait peut-être anticipé cette dépense et souscrit un contrat d'assurance obsèques. Différents contrats existent pour soulager les familles, de la simple réserve d'argent permettant de régler une partie de la facture au financement complet prévu d'après les volontés détaillées. À quoi sert un contrat de prévoyance obsèques ? Un contrat de prévoyance obsèques, ça permet d'organiser et de prévoir ses obsèques par avance, dans le respect de ses volontés, et ça permet également de soulager ses proches de cette organisation complexe et difficile. Alors tout dépend ce que l'on souhaite, soit organiser, financer ou organiser et financer. Si on le souhaite uniquement financer, là c'est un contrat au capital que l'on trouve chez les financiers, banques, assurances, mutuelles, là on finance mais on n'organise rien. Soit on souhaite organiser, dans ces cas-là c'est un contrat donc que l'on trouve chez les professionnels dûment habilités, on collecte les volontés, c'est gratuit, mais là, rien n'est prévu au niveau du financement. Et si l'on souhaite organiser et financer, là c'est un contrat en prestation que l'on trouve chez les pompes funèbres, donc les entreprises donc dûment habilitées. Là, on va tout orchestrer,
l'organisation et le financement. Le jour venu, la famille a uniquement un numéro de téléphone à composer. Tout est parfaitement orchestré, rien à financer. Les pièges à éviter, c'est surtout en tout premier que dans le contrat, il y ait une garantie assistance rapatriement mondiale. Il faut aussi veiller au délai de carence parce que ça peut passer de 12 à 36 mois. Il faut faire attention également à la revalorisation du contrat pour pouvoir être capable de combler l'inflation. Donc il y a aujourd'hui des produits qui existent chez certains organismes qui garantissent que quel que soit le coût le jour venu, on ne réclamera rien à la famille au niveau des prestations funéraires. Donc également ce qu'il faut bien regarder, un point important, c'est le questionnaire médical, ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur de bonne santé. Ça peut être un piège, il faut faire très attention quand on signe les documents parce qu'on vous demande parfois d'attester sur l'honneur que vous êtes en bonne santé et que vous n'allez pas subir une intervention chirurgicale dans les 6 prochains mois. Chers Vélysiens, ce journal touche à son terme. Continuez à bien profiter de vos vacances de la Toussaint, si du moins vous êtes en vacances, et revenez-nous vendredi prochain pour un nouveau JT.